Bonjour ou rebonjour, mesdames et messieurs. Patrick Haas, journaliste et fondateur du journal En toute sécurité, et moi aurons l'honneur et le plaisir d'animer les 4 tables rondes qui vont se succéder sur les 2 jours à venir. La semaine dernière, l'ANSSI a publié son panorama de la cybermenace 2023 qui nous décrit les techniques utilisées par les cyberattaquants pour compromettre les systèmes d'information. Quelques jours avant ce rapport, le 19 février dernier, les forces de police de 10 pays ont neutralisé l'un des pires groupes de cybercriminels, le fameux Logbit. Mais Attaz nous disait qu'en fin de semaine dernière que la bête n'était pas morte, il nous en parlera mieux ce soir. Les cybercriminels peuvent toucher autant les entreprises et les organisations, les opérateurs d'importance vitale ou essentielle, et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un pays. De nouvelles menaces accompagnent souvent les nouvelles technologies qui sont de plus en plus connectées, voire interconnectées. L'usage qui est fait de ces technologies, matérielles ou logicielles, justifie les normes et réglementations existantes ou en devenir. 27001, RGPD, Digital Service Act, Digital Market Act, Data Act. Vous avez pu assister d'ailleurs à une rapide présentation ce matin de la directive NIS 2 par Frédéric Vinalona. Est-ce une continuelle fuite en avant, un jeu permanent du chat et de la souris? Comment une entreprise ou une organisation peut-elle se protéger? Quelles sont les armes à sa disposition? Faut-il faire soi-même ou déléguer sa protection? Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir sur cette table ronde Monsieur Laurent Verrier, directeur formation, pédagogie, sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr, Monsieur Charlie Bromberg, hacker éthique, chef Pentesting France pour Capgemini, Monsieur Thomas Vella, RSSI chez Crosscall, Monsieur Nidal Benanoui, ingénieur d'études et de recherche en cybersécurité chez Naval Group, mais qui nous rejoint aujourd'hui revêtu de son uniforme. Il est chef d'escadron de réserve opérationnelle de la gendarmerie et conseiller technique cyber du général commandant la région de gendarmerie PACA. Et enfin, Jean-Luc Garnier, qui est président de Trust et compagnie. Merci messieurs de vous joindre à nous. Plantons le décor. Imaginons que nous sommes une entreprise et que nous devions recenser tout ce que l'univers de la cyber compte comme métier ou acteur pour nous venir en aide et sécuriser nos systèmes d'information. Monsieur Verdier, en votre qualité de directeur adjoint chez cybermalveillance.gouv.fr, pouvez-vous nous dire avant tout de quoi nous devrions avoir peur ou du moins prendre toute la mesure? Alors bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Merci Christophe de me nommer directeur adjoint au sein du groupement d'intérêt public ACIMA qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Mais je ne suis que l'humble directeur du pôle sensibilisation. Déjà un grand merci aux organisateurs du Salon Access Security de nous avoir conviés à cette manifestation qui effectivement rassemble l'ensemble de l'écosystème cybersécurité en région PACA. Et en complément de l'excellent état de la menace de l'ANSSI, je vous invite également, puisque nous l'avons sorti pas plus tard qu'hier, avec une conférence de presse directement mise en ligne et animée par Jérôme Notin, notre directeur général, notre rapport d'activité 2023, qui, entre autres choses, traite effectivement des tendances en matière de cybermenaces que nous avons perçues, à la fois pour les particuliers, pour les PME, les TPE, ainsi que les collectivités territoriales, tout au long de l'année 2023. Alors, quid des menaces? Pour faire très court et être synthétique et surtout respecter le timing parce que nous sommes nombreux. Christophe, vous le savez, je suis quelqu'un de passionné, donc n'hésitez pas à me censurer le cas échéant. Pas de souci, Laurent. La première chose, c'est qu'effectivement, nos 3 publics continuent d'être victimes de manière incessante par, effectivement, être ciblés par des cybermalveillances ou des attaques cyber, et plus particulièrement les PME et les TPE, avec pour cette année 2023 une petite surprise. Elle était en 2e place sur le podium l'année précédente et en 2023, c'est le piratage de comptes en ligne qui prend la première place du podium parmi les cybermalveillances qui ciblent aujourd'hui les entreprises. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement le fait pour les attaquants d'accéder de manière illégitime à un compte de messagerie, à un compte bancaire en ligne, à un compte de réseau social, à tous ces services que nous avons démultipliés en ligne depuis quelques années et qui vont permettre aux attaquants surtout de posséder l'intégralité de nos données les plus confidentielles en matière économique ou privée, mais également de nos identités numériques. Et ça, c'est très important parce qu'avec toutes les données qu'ils vont récupérer sur ces espaces ouverts, du coup,
leur étant ouvert, ils vont pouvoir derrière réaliser de très nombreuses autres cybermalveillances, à notre préjudice ou à celui de nos contacts ou de nos prestataires. Deuxième menace pour les entreprises, l'hameçonnage. Faux mails, faux SMS, appels téléphoniques bidons, par le biais duquel un interlocuteur va usurper la qualité d'un interlocuteur de confiance ou d'une organisation. Et ça, effectivement, c'est une menace majeure, grand public, entreprises et collectivités. Troisième menace, qui est aussi intéressante, c'est celle des ransomware. On avait noté un petit faiblissement en 2022. Les attaques par rançongiciel, ces petites bestioles qui vont chiffrer, c'est-à-dire rendre inopérante la quasi-totalité des données sur votre système d'information, revient un petit peu en force en 2023. Et je voudrais très rapidement évoquer la quatrième marche du podium, celle dont on parle rarement, les fraudes au virement. Et ça doit évoquer quelque chose pour vous, parce que c'est une tendance qu'on notait depuis quelques années assez basse, présente mais basse, et qui monte en puissance. De mémoire, c'est plus 45% en 2023. Faux ordres de virement, arnaque au président, arnaque au RIB falsifié. Les entreprises, comme le reste de la population, sont ciblées par les cybermalveillances. Alors, la gendarmerie nationale a pas mal de compétences en matière de cybersécurité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Monsieur Benalaoui, de comment la gendarmerie nationale intervient au-delà de l'arrestation, par exemple, de bandes de cybercriminels, comment elle intervient auprès des entreprises et des organisations dans vos compétences? Pour qu'on vous entende parfaitement, pensez bien à coller le micro sur votre menton. Voilà. Merci beaucoup, vous m'entendez là? Oui. Bien, donc je vais essayer de vous donner rapidement l'action de la gendarmerie dans ce domaine-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la gendarmerie s'inscrit principalement dans une démarche de cyberprévention. Donc, cette démarche de cyberprévention, ça vise à sensibiliser un maximum d'entreprises et de futurs bénéficiaires pour pouvoir lutter contre ce fléau-là. Donc, les différentes attaques qui ont été citées précédemment par mon collègue. Donc, ces domaines-là, comment on fait? On fait de la sensibilisation dans les établissements. On fait des diagnostics cyber gratuits au sein des établissements pour leur mettre en évidence les points d'amélioration, en plus des actions de sensibilisation qu'on peut faire dans des salons et dans des conférences comme ceci pour parler de l'action de la gendarmerie dans le cyberespace. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. On a également un réseau de référents sûreté qui sont inscrits dans la profondeur de territoire et qui vont venir accompagner les entreprises sur la manière d'assurer la sécurisation physique de leurs installations pour lutter contre toute forme d'agression physique, j'ai envie de dire, ou de vandalisme ou de vol. Donc ça, c'est des actions qui sont menées. Enfin, en plus des actions de sensibilisation ou de conseils qu'on mène auprès des bénéficiaires, on réalise également des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, sur les attaques ou du moins sur les escroqueries qui ne sont pas du domaine de l'attaque informatique. Donc on parle des faux ordres de virement, donc là on en a énormément de dépôts de plainte à ce sujet-là. On parle de phishing, de deepfake, de vol, enfin des fausses annonces de location là pour les JO en l'occurrence, donc des faux sites qui fleurissent en tout genre. Donc là, on fait un maximum de cyberpatrouille pour essayer de démanteler ces sites-là et les faire neutraliser pour qu'on ait le moins de victimes possible. Notre objectif principal, il est très simple, c'est plus on a de sociétés averties, moins on a de victimes et donc moins on a de dépôts de plainte. Finalement, c'est ça notre objectif ultime. Oui, une entreprise, là vous rebondissez ce que disait Laurent Verdier, donc une entreprise avertie en vaut deux. Et j'imagine que pour être sûr de ne rien oublier, elle coche sa checklist de mesures à prendre. Ma question est la suivante, est-ce que toutes les checklists se valent? Monsieur Garnier, les prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifiés sont des entreprises de cybersécurité spécialisées dans l'audit, ayant été qualifiées par l'État français à travers le programme des visas de sécurité de l'ANSSI. Lorsque je parle de checklist, vous parlez, vous, de formalisme. De quoi s'agit-il? Alors, effectivement, TrustANSSI est un acteur qui se positionne aujourd'hui sur le domaine de l'audit qualifié PASI. Nous sommes en cours de certification par les services. Cet audit, le mot en lui-même est souvent mal perçu, quoi. On parle d'audit, les gens entendent le contrôle fiscal. Donc, ils ont l'impression qu'on est là pour amener une sanction, alors que nous sommes, nous aussi, partie des outils de prévention, comme le disait M. Benalaoui.
Nous intervenons en amont pour essayer de déterminer quelle est la maturité des entreprises dans le domaine de la cybersécurité. Donc dans la palette des activités qui sont partie intégrante de la certification PASI, il y en a une il y a une activité qui est plus importante que d'autres, qui est souvent ce qu'on appelle l'audit organisationnel et physique. Ça ressemble très fortement à ce que l'on fait dans le domaine de l'ISO 27001, qui va couvrir justement la qualité des procédures que vous avez mises en place, la qualité des documents que vous avez rédigés pour décrire ces mêmes procédures, la qualité des contrôles que vous faites pour vérifier que ces procédures sont quand même appliquées. Tout ceci dénote un niveau de maturité que l'audit va permettre justement de fixer. C'est une photo à un instant T qui va permettre, en étudiant justement tous ces mécanismes, y compris d'ailleurs des mécanismes qui relèvent du physique, hein, vous les citiez tout à l'heure, la cybersécurité, c'est aussi protéger l'accès aux matériels qui détiennent l'information. Si quelqu'un part avec un serveur sous le bras, ça peut être assez gênant pour l'activité de votre entreprise. Et c'est donc ainsi qu'on va déterminer ce niveau de maturité. Bien sûr, ça peut être complété par des tas d'autres outils qui relèvent de la spécialisation sur l'infrastructure, sur la configuration de l'infrastructure. On en parlera tout à l'heure. Et voire même d'autres choses un peu plus pointues. Alors, on a bien compris que l'audit, c'est la première étape. Laurent Verdier, je me tourne vers vous. Vous aussi, il n'y a pas que la Gendarmerie nationale qui fait cette démarche préventionnelle. Vous aussi, vous en faites. Comment vous vous inscrivez dans cette démarche, vous ? On s'y inscrit très clairement en tant que dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Oui. Pour nous, la sensibilisation est vraiment l'arme la plus importante et prioritaire en matière de lutte contre la cybercriminalité et les cybermalveillances. Nous tenons à la disposition des chefs d'entreprise tout un tas de ressources gratuites, librement téléchargeables, qu'ils peuvent utiliser, redistribuer, rediffuser. Ces ressources sont divisées, j'ai envie de dire, en trois grandes catégories. La première sont surtout des ressources de méthodologie. Comment piloter sa cybersécurité, quels sont les premiers réflexes à avoir en cas de cyberattaque. On va vraiment décrypter et inventorier de manière très simple et accessible, non technique, sans acronyme, sans anglicisme, sans nom de technologie. On va indiquer aux chefs d'entreprise comment on peut réagir par rapport à ce genre d'événements. La deuxième catégorie, ce sont plutôt des supports de sensibilisation et d'information, parce que le tout n'est pas, j'ai envie de dire, d'agiter un épouvantail en disant « attention, vous allez être attaqué, les cybermalveillances sont partout ». Être sensibilisé, c'est comprendre le mode de fonctionnement très macro, mais comprendre ce mode de fonctionnement des cyberattaques pour mieux s'en prémunir. Et surtout, derrière, y associer des bonnes pratiques qui, au quotidien, vont vous permettre de mieux vous protéger, vous et vos collaborateurs, par rapport justement à ces cyberattaques qui n'arrivent pas par magie. Je sais que le mythe du hacker à capuche est encore très vivace, mais se faire pirater un compte de messagerie, malheureusement, si le mot de passe est trop faible ou trop facilement devinable, ou s'il s'agit d'un mot de passe partagé entre plusieurs services, il n'y a pas besoin d'être un dieu de l'informatique pour le deviner et pour y accéder. Et enfin, troisième axe d'action sur lequel nous travaillons, mais je l'évoquerai peut-être un petit peu plus tard, l'accompagnement par des professionnels de sécurité à l'expertise vérifiée qui peuvent accompagner le chef d'entreprise sur tout le cycle de vie de la cybersécurité, installation, maintenance et bien entendu réponse à incident. Oui, donc c'est tout un corpus documentaire et procédural permettant d'accompagner, comme vous le disiez, les collectivités territoriales et les entreprises dans leur appréhension de la cybersécurité. Mais jusqu'à présent, nous avons surtout entendu des experts externes à l'entreprise. Qu'en pense l'homme chargé de mettre en musique tous ces conseils? Je veux bien sûr parler du responsable de la sécurité des systèmes d'information, Monsieur Vella. En vos fonctions de RSSI d'une belle entreprise de la région, j'imagine que les propos qui ont été tenus par vos trois précédents interlocuteurs font sens pour vous. Comment cela est-il perçu vu de l'intérieur de l'entreprise? Alors oui, ça fait sens, puisque je fais l'intermédiaire justement entre les entreprises et les organismes tels que ceux qui ont été cités. Si je peux le dire comme ça, il est aujourd'hui
difficile de faire prendre conscience aux directions de l'importance de la cyber. Malgré ce qu'on peut penser, bon, j'imagine que personne ici ne pense ça, mais dans les directions, on croise encore des directeurs qui peuvent penser qu'ils n'ont rien qui intéresse les pirates, qu'il n'y a pas du tout d'intérêt pour eux d'être piratés, que même ils pourraient s'en le relever facilement. C'est quand même assez fou, et je ne parle pas forcément de ma société, pas du tout d'ailleurs, mais le nombre de dirigeants qui ne se rendent pas compte que l'IT, parce que ça reste prépondérant surtout en cyber, que l'IT est le pilier de fonctionnement de leur entreprise. Et donc mon rôle, c'est vraiment de faire prendre conscience de ça aux différentes directions. Il est anormal aujourd'hui en 2024 qu'on ait encore des entreprises qui puissent penser que la cyber ne les concerne pas. On connaît tous l'histoire, par exemple, du fabricant de matelas qui a fermé à cause d'un ransomware. Aujourd'hui, à mon sens, ça devrait être une histoire qui devrait être connue par tout le monde. RSSI interne ou externe? Alors, peu importe. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui soit capable de gérer ce sujet et d'apporter justement les sujets et les prises de conscience aux directions. Il n'est pas nécessaire pour une petite entreprise ou pour une entreprise qui n'a pas forcément pour cœur d'activité l'informatique, d'avoir quelqu'un en permanence. Donc quelqu'un d'externe qui peut venir sur un forfait jour, par exemple, serait totalement suffisant. Par contre, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Alors, on a bien compris quand même que l'absence de prise en compte du risque cyber est devenue quand même assez impensable. Mais au-delà de l'audit, Jean-Luc Garnier, qu'est-ce que vous nous conseillez pour avancer dans la construction d'une défense efficace? Parce que c'est l'étape suivante. Ça pose bien, par contre, le sujet, l'audit et le conseil vont forcément ensemble. Lorsqu'on a parlé justement de l'audit organisationnel et physique, c'est une première étape, bien évidemment. La suivante est souvent de rentrer dans le détail. Il faut aller creuser un petit peu lorsqu'on trouve des problèmes de maturité. Un réflexe assez fréquent, c'est d'utiliser les fameux tests de pénétration, pen testing, monsieur en parlera plus tard, qui permettent de donner un paysage. Qu'est-ce qui est fragile, qu'est-ce qui est exposé, qu'est-ce qu'il faut corriger le plus rapidement possible afin d'avoir une situation qui soit la plus saine possible, avant d'aller comprendre quelles sont les raisons des vulnérabilités qu'on a pu rencontrer. Donc c'est vrai que souvent en audit, on peut commencer par une étape de pen testing et ensuite on va dérouler un audit qui va s'intéresser à l'infrastructure, comment vous avez construit votre infrastructure, car tous les éléments, qu'ils soient matériels, logiciels, les systèmes d'exploitation que vous avez mis en œuvre, les éléments de sécurité sont importants. Je prends un exemple simple. Si vous utilisez par exemple une seule famille, un seul modèle de serveur, vous êtes forcément plus fragile que quelqu'un qui va panacher ses équipements au sein de son infra parce que vous n'aurez pas les mêmes vulnérabilités au même moment. Voilà, ce genre de choses. Et cet audit d'infrastructure est souvent complété par un audit des configurations. Parce que oui, vous avez un très joli firewall sur votre réseau, mais vous avez laissé une règle qui permet d'accepter tous les flux. Voilà, qui est la règle par défaut quand même, pour qu'il y ait quelque chose qui cause derrière. Donc on va s'intéresser à ça parce qu'il est important de savoir comment vous avez configuré le poste client qui va discuter avec tel serveur de base de données au travers de tels équipements réseau. Donc voilà souvent comment ça se construit. Donc on est dans de la spécialisation, ça ne fait pas appel exactement aux mêmes compétences, mais ça permet du coup de sortir énormément de raisons pour lesquelles les tests de pénétration ont pu révéler des fragilités. Donc on corrige ainsi, on va dire top-down, les problèmes qu'on a pu rencontrer. Oui, là, vous venez de mettre le doigt sur une fonction, un métier important dans la construction d'une cyberdéfense efficace. C'est celui du test de pénétration, ou pen tester. Et ça tombe bien. Alors, nous avons le plaisir d'en accueillir un parmi nous, Monsieur Bromberg. Charlie, en votre qualité de hacker éthique, pouvez-vous nous dire pourquoi, dans l'hypothèse de départ de notre entreprise fictive, que nous avons pris comme pour planter le décor tout à l'heure, il nous faudrait recourir à un pen test, et en quoi cela nous aiderait, à nous sécuriser? Alors en fait, le test d'intrusion,
ou penetration testing en anglais, et donc pentest dans sa forme raccourcie, c'est l'audit qui ne ment pas. Il est dans la famille des audits, et dans la famille des audits, on va avoir des audits de configuration, on va avoir des audits organisationnels, d'architecture, on va en avoir plein. Tous ces audits font à peu près la même chose, c'est prendre une photo à un instant T et comparer l'état du système par rapport à un référentiel, par rapport à des critères d'audit. Et en fait, derrière, on va dire, pour chaque ligne, c'est conforme, c'est pas conforme, c'est conforme, c'est pas conforme. Et dans le test d'intrusion, les critères d'audit, c'est en général des bases de données de vulnérabilité publique et ce qu'on appelle l'état de l'art, donc ce qui se fait de mieux en matière de sécurité. Et là où je dis que le test d'intrusion ne ment pas, c'est parce que dans l'audit de configuration, quand on va avoir une centaine de points de configuration qui ne vont pas, est-ce que ça veut forcément dire qu'on est vulnérable à quelque chose? En théorie, oui. Est-ce que c'est vraiment exploitable? En pratique, pas forcément. Le test d'intrusion, il va relever les vulnérabilités qui ont été exploitées. Voilà, on s'arrête là. Ou qui peuvent l'être, oui, mais dans ces cas-là, nous on le fait, on l'exploite. Donc dans le rapport à la fin, quand on dit ça c'est la vulnérabilité la plus grave, elle est là parce qu'on l'a exploitée et parce qu'on a réussi à utiliser, à exploiter en fait, à impacter le système d'information cible de notre client. Et donc je vais prendre un exemple pour revenir sur la méthodologie top-down. Imaginons qu'on a en fait dans notre rapport d'audit un tableau de 10 vulnérabilités. On va les ordonner de façon à ce que sur les premières lignes du tableau, on retrouve les vulnérabilités les plus graves qui ont vraiment un impact significatif sur l'entreprise et dont la remédiation est estimée comme étant la plus simple. Et en fait, on appelle ça un quick win. Et derrière, l'idée, c'est que si on revient et qu'ils ont corrigé ces quick wins, on passe de 20 minutes de temps de compromission à 2 jours. Et de 2 jours à 2 semaines. Et de 2 semaines à peut-être plus loin. Mais déjà 2 semaines, c'est bien parce que 2 semaines, c'est le temps nécessaire dont a besoin un SOC et une équipe de réponse sur incident pour voir le problème et foutre l'attaquant dehors. Oui, gagner du temps, en fin de compte, en éliminant toutes les portes ouvertes qui sont... Toutes, c'est compliqué. On n'est pas sur quelque chose d'exhaustif. Le pentest ne sera jamais quelque chose d'exhaustif à 100%. Il y a toujours de nouvelles vulnérabilités qui sortent. Ça m'est arrivé une paire de fois en revenant de chez un client, en arrivant chez moi, que je trouve un fil Twitter qui vient de sortir il y a 1 heure et qui découvre en fait une nouvelle famille de vulnérabilités. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y retourne? Et en fait, on fait ça sans fin? Pas forcément, c'est pas exhaustif. Néanmoins, c'est une course contre la montre. Et si l'attaquant il passe en 20 minutes, s'il est détecté a posteriori après avoir déployé un ransomware, c'est bien de le détecter, mais on s'est quand même pris un ransomware. Alors qu'au bout de 2 semaines, si l'attaquant il galère vraiment, déjà au bout de 2 semaines, on aura enlevé tous les opportunistes qui seront passés par là et qui auront cherché une cible facile. On ne fera face qu'à des attaquants motivés, normalement. Et ces attaquants motivés, si on les détecte suffisamment tôt, on démarre un bras de fer avec eux qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer. Alors, le pen test serait quand même la pierre angulaire d'un audit de vulnérabilité, mais on assiste quand même là à un niveau de compétence qui n'est pas forcément à la portée de toutes les entreprises, toutes les organisations. Alors, est-ce qu'il faudrait un traducteur au sein de l'entreprise pour comprendre justement ce que vous faites? Et je me tourne vers vous, Thomas Vella. Est-ce que justement le RSSI, c'est le bon traducteur entre le pentester et le reste de l'entreprise? Alors normalement, oui, c'est le bon traducteur. C'est un petit peu le chef d'orchestre aussi. Je vais être client de tous ces services, justement. L'intérêt, ça va être d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément expert dans tous les domaines, parce qu'il y a beaucoup trop de domaines et étant humain, je ne pense pas y arriver. Puis Charlie, il y a un niveau assez incroyable aussi. Je te vends. Il est important du coup que le RSSI sache de quoi on parle. Il doit être capable de dialoguer et de comprendre ce que lui dit le pentester, ce que lui dit l'auditeur. Il doit être capable d'évaluer aussi si oui ou non c'est cohérent avec ce qu'il fait, avec l'entreprise et son activité. Et il va aussi servir de traducteur auprès de la direction pour des fois rassurer aussi, puisque le discours technique peut faire peur parfois. Et donc il est là pour mitiger aussi ça et donner des directives ou en tout cas une direction à prendre sur les remédiations à mettre en place. Ça fait partie du métier de RSSI, c'est pas le seul puisque du coup le métier de RSSI c'est avant tout de connaître la société puisqu'avant de faire appel à des audits, avant d'utiliser des outils, il est important de se connaître soi-même, de maîtriser son activité et donc d'identifier quelles sont les activités nécessaires, ce qu'on va appeler les biens essentiels,
et donc les biens supports qui vont derrière, et donc de maîtriser l'analyse de risque qui va avec. C'est ce qui va aussi permettre de définir quelles sont, puisque tu parlais de priorités tout à l'heure, quelles sont les priorités, quelles sont les activités à défendre, puisque quand on va interroger une entreprise, si vous interrogez n'importe quel directeur, il va considérer que son activité est primordiale pour la société. Quand on interroge les PDG, on découvre que les activités importantes ne sont pas forcément celles définies par les directeurs. Et donc le RSSI va aider à mettre en avant ces activités primordiales, celles qui doivent être à tout prix défendues, ou sur lesquelles on va prévoir au contraire une gestion des incidents, et après tout ce qui s'appelle PRA, PCA et les mots un peu grossiers comme ça. Et on va donc prévoir deux types de choses. On va faire du préventif avec l'audit, avec ce genre de choses, et ensuite on va aussi prévoir une gestion des incidents et de la gestion de crise, pour que si jamais un problème arrive, puisque comme l'a dit Charlie juste avant, de nouvelles vulnérabilités sont découvertes tous les jours. Donc c'est pas parce qu'on a fait un audit et qu'on y a remédié que derrière on est serein. Il faut prévoir le cas où l'attaquant réussit à passer. On se prend le ransomware, et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se relève? Comment on limite au maximum l'impact d'une crise et d'un incident? Et donc tout ça, ça va être le métier de RSSI. Donc on va faire le préventif et après derrière j'ai pas le terme exact, mais le maintien en condition. Merci. Le MCS. Maintien en Merci. condition. Vas-y. Merci. Oui, Il y a Charles. un point auquel je pense qui est pour moi important de mentionner, c'est que il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce niveau d'abstraction, déjà d'un point de vue technologique en fait, et pas juste technique, parce qu'effectivement il y a plein de domaines de compétences qu'il est difficile pour une seule et même personne de maîtriser parfaitement, et donc malheureusement Thomas ne peut pas tout faire dans sa boîte, et donc il a besoin de support externe, et il a besoin du coup d'identifier les bons acteurs avec lesquels avancer, et quand les solliciter et sur quoi. Et le point que je voulais rajouter, c'est que aujourd'hui on est dans une situation technologiquement parlant qui est assez particulière. Dans le courant des années 60-70, c'est le mainframe qui faisait loi. 80-90, c'était le système d'exploitation. Le web a avancé entre-temps. Dans les années 2000, c'est l'Active Directory. Aujourd'hui, on se retrouve avec de la blockchain et du Web 3. Bref, on se retrouve en fait à accumuler les technologies plus vite qu'on les déprécie. Et à la fin, si on n'a pas un niveau d'abstraction comme le sien pour pouvoir comprendre l'impact et l'importance de chacune de ces technos dans notre boîte, on ne sait déjà pas sur quoi on va faire le test d'intrusion. On se dit oui, ok, j'ai besoin d'un audit, mais alors sur quoi? Je ne sais pas. Et c'est là où on en revient à ce que mentionnait Thomas sur les biens essentiels et les biens supports. Quelles sont justement ces technologies qui supportent notre activité et notre activité principale? Et là, ensuite, une fois qu'on a identifié tout ça, alors on peut faire un pentest, et alors on a l'opportunité de faire cette couche, cette intermédiaire entre les techniques et la direction. En tout cas, tous les deux, vous venez de nous convaincre, en tout cas de me convaincre qu'il y a bien nécessité d'avoir un homme ou une femme qui soit en capacité de jouer l'interface entre les métiers de l'entreprise et les experts cyber qui sont de l'extérieur, puisque, comme vous le disiez, le RSSI n'est pas forcément un spécialiste dans tout. Et là, il est là pour traduire. Pour autant, un dirigeant pourrait être tenté de faire l'impasse sur certaines briques de l'édifice cybersécurité, souvent pour une raison de coût. Et là, je me retourne vers Charlie. Le temps passé et le prix sont souvent des points bloquants. Comment est-ce qu'on peut surmonter ça, selon vous? Alors déjà, il y a un premier point qui est qu'on n'a pas particulièrement le choix, parce que si toutes les entreprises du monde devaient se constituer une équipe interne qui ait la capacité de traiter l'entièreté du périmètre technique qu'on a à notre disposition, on s'en sortirait pas. Parce que comme je le disais, vu qu'on accumule plus vite qu'on déprécie, autant dans la fin des années 80-90, on pouvait espérer avoir un espèce de gourou qui sait un peu tout faire techniquement parlant, autant aujourd'hui, c'est pas possible. On peut pas avoir quelqu'un qui sait faire de l'Active Directory, du web, du reverse, comprendre la blockchain, les cryptos, et qui peut encore manipuler des mainframes. Ça n'a aucun sens. Et donc, il faut avoir une équipe dans ces cas-là. Est-ce que ça fait sens pour toutes les entreprises du monde de se constituer une équipe de sécurité qui sait maîtriser tout ça? Je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait faire sens pour certaines, mais qu'elles n'ont pas le budget. Ce qui est certain, c'est que d'aller solliciter une aide externe ponctuellement pour un besoin, ça nous évite de devoir recruter en fait cette équipe et de devoir la constituer. Parce que déjà que les sociétés de services ont suffisamment de mal à les constituer, ces équipes, si tout le monde devait le faire, on ne s'en sortirait pas. Donc déjà d'un point de vue financier, ça coûte beaucoup moins cher que de constituer sa propre équipe, et c'est beaucoup plus simple. Ensuite, est-ce que ça... la question c'est, il faut mettre
sur cette balance-là, et c'est son travail, le coût de tout ça versus ce que ça rapporte. Malheureusement, on est un centre de coût. On ne crée pas de valeur. Et ça ne changera jamais. C'est pas en faisant venir un auditeur que notre produit va prendre en valeur, quoique, parce que ça pourrait avoir un impact en termes de rayonnement externe. Et aujourd'hui, les clients se préoccupent de plus en plus de la sécurité de leurs données et du mindset que les entreprises ont à cet égard. Maintenant, on ne crée pas de valeur. Ça reste de toute façon un coût. Donc il faut s'équiper au mieux de sociétés externes de confiance qui ont un coût raisonnable, mais qui nous accompagnent aussi dans la décision et dans l'accompagnement. Donc par exemple, si Thomas à un moment dit « Ok, là on va avoir une homologation, on va être audité, ou alors on a un besoin d'affichage de « c'est notre préoccupation, on sait qu'on est préoccupé par ça ». Maintenant, on ne sait pas exactement sur quelle techno faire notre audit. Bah, nous, l'idée c'est qu'on les aide aussi. Ce n'est pas uniquement son job, l'idée c'est qu'on essaie d'accompagner. Merci. Alors donc, la cyber, ce n'est pas seulement une question de prix. Enfin, la cybersécurité, c'est pas seulement une question de prix. Il faut trouver cet équilibre là, dont vous avez parlé entre niveau de protection et coût de cette protection. Alors, quoi qu'il en soit, même les meilleures entreprises ou celles qui sont les plus menacées peuvent faire l'objet d'une attaque, et l'attaquant peut réussir quand même à passer les lignes de défense. Donc, on rentre dans une phase de gestion de crise cyber. Et Monsieur Ben Alaoui, comment s'inscrit justement l'action de la gendarmerie avec celle des autres acteurs privés, par exemple des sociétés de réponse à incidents, ou des organismes qui sont chargés d'une mission publique? Je pense par exemple à CIMA ou encore les CSIRT régionaux. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence parmi nous de Damien Asco. Damien, qui est, je vous le présente, c'est on en parlait ce matin avec Madame Boré, c'est le chef du centre urgence Cyber Sud. Voilà, vous savez qui c'est. Donc c'est votre interlocuteur pour les PME, les entreprises et les collectivités territoriales en région PACA. Merci Damien. Nidal. Merci. Donc la gendarmerie, nous, on travaille en étroite collaboration avec l'écosystème cyber, qu'il soit régional, national ou international. Donc ça coule de source. Généralement, nous, on est saisis au moment où il y a un dépôt de plainte. C'est là où on est activé ou c'est là où notre action démarre. Donc dès les premières instances, ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser les premières heures pour récolter un maximum d'indices et de preuves directement sur place chez la victime pour essayer de conserver les éléments qui vont nous servir d'instruire l'enquête. Donc ça, c'est les premières choses qu'on va chercher à faire. Alors, on est conscient que la victime, son souhait, ou du moins son besoin urgent, c'est de redémarrer. C'est ça dont elle a besoin. Donc, elle serait tentée par réinstaller et repartir. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, nous cyber-enquêteurs, ils vont privilégier la collecte des données. Donc, on va ponctionner les disques de manière sécurisée, plutôt que de saisir les serveurs et de les ramener sous scellés à la brigade. Si on fait ça, on va le pénaliser 2 fois. Donc ça, c'est pas bon. Donc on va plutôt essayer on comprend son besoin de redémarrer, donc on doit l'aider et on doit le permettre de redémarrer. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, souvent, on est les premiers à intervenir, avant même les sociétés de réponse à incidents, quand on est sollicité. Donc ce que va faire le cyber-enquêteur, il va jouer le rôle de catalyseur. C'est-à-dire, premièrement, il va fixer la situation, en plus de rassurer la victime en lui disant « ça va bien se passer ». Et ensuite, on va immédiatement l'orienter vers les prestataires labellisés, donc ça peut être cybermalveillance, le CSIRT également, ou bien des sociétés privées de remédiation, de réponse à incidents qui vont pouvoir les accompagner. Bon, déjà parce que ce n'est pas notre métier, donc ils savent le faire mieux que nous, et donc chacun son métier, et pour ça, on les laisse faire. Ensuite, pendant cette période-là, c'est-à-dire pendant la période où cette mécanique va se mettre en œuvre, et les premiers réactionnaires vont converger sur les lieux, on va donner des conseils, donc des fiches réflexes qui vont être puisées sur le site de l'ANSSI ou autres, pour leur permettre, entre guillemets, de tenir. On va également leur conseiller, dans certains cas, d'accéder par exemple à l'application masécurité.fr. Cette application, par exemple, elle permet d'offrir un certain nombre de services, par exemple le dépôt de plainte en ligne. Quand vous êtes en gestion de crise, c'est la dernière chose à laquelle vous avez envie de faire, c'est attendre 4 heures en salle d'attente. Donc, dans certains cas, on peut carrément envoyer l'enquêteur prendre le dépôt de plainte sur place avec un PC portable. Et là, prochainement, vous allez avoir la visioconférence pour la plainte. Vous allez pouvoir déposer plainte à distance en visio. Donc ça, c'est des services numériques qu'on essaye de mettre à disposition. Encore faut-il que la victime ait encore un semblant d'infra pour pouvoir déposer plainte à distance. Ça coule de source.
Donc ça fait partie des éléments qu'on dit. Et il arrive parfois que c'est le CSIRT lui-même qui va orienter ou flécher des victimes vers la gendarmerie. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les envoyer vers les cyber-enquêteurs territorialement compétents, parce que vous comprenez bien que quelqu'un qui est victime dans le 13, ce n'est pas un enquêteur du 06 qui va intervenir, donc c'est quelqu'un du même département. Et donc cette personne, elle va se déplacer très rapidement sur place pour pouvoir réaliser les premières mesures, pour conserver, bien entendu, vous avez compris, les traces et les preuves. L'objectif, c'est de trouver les malfaiteurs et de permettre à la société de rebondir et de limiter son préjudice. Enfin, en dernier recours, lorsque le mal est très grave, ça arrive parfois, on peut jusqu'à accompagner les sociétés vers le tribunal de commerce, qui eux ont une cellule qui va conseiller les victimes, voire jusqu'à les aider à instruire des dossiers d'aide aux facilités de paiement. Par exemple, vous avez des échéances de paiement que vous allez devoir honorer alors que votre production est à l'arrêt. Eh bien, le tribunal de commerce apporte ce type de service. Donc, on va orienter les victimes vers ce type de service. Je vois que c'est assez complet, en tout cas, que nos concitoyens et nos chefs d'entreprise peuvent se tourner vers la gendarmerie. Et donc, je voudrais, moi, passer la parole pour conclure cette table ronde avant les questions à la salle à Monsieur Verdier. Est-ce que, de ce que j'en devine, c'est à peu près aussi ce que vous faites, vous, avec cybermalveillance.gouv.fr? Pour l'année 2023, ce sont près de 16 000 professionnels qui sont venus chercher de l'assistance au travers du parcours d'assistance victime de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. C'est bien, parce que ce service existe. Je pense qu'on a pu répondre à leurs attentes, mais ce n'est pas intellectuellement satisfaisant. Parce que je le dis maintenant, et je pense que tous les participants ainsi que les représentants du CERT régional seront d'accord avec moi, le meilleur moyen d'affronter une cyberattaque, c'est de s'y préparer. C'est de s'y préparer en amont. Et il n'y a pas 36 000 moyens pour s'y préparer. Il y a effectivement s'acculturer, s'informer, se tenir au courant des dernières méthodologies d'attaque qui peuvent cibler votre entreprise. C'est mettre en place un certain nombre de procédures, et je parle également sous le contrôle des personnes qui sont autour de moi ici, c'est mettre en place un certain nombre de procédures au niveau organisationnel, sensibiliser et surtout être accompagné par un professionnel de confiance. C'est dans cette optique que début 2021, on a lancé le label Expert Cyber, donc vous avez un labellisé au sein de ce salon qui est exposant. Je vous encourage à aller le voir et à échanger avec lui par rapport à ce qu'est le label, à ce qu'il peut vous apporter. Et si vous le souhaitez, entamer un parcours de sécurisation sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr pour faire un petit inventaire de vos besoins, savoir par où commencer et si vous le souhaitez, être mis en relation avec l'un de nos 200 labellisés experts cyber présents sur le territoire. Vous n'êtes pas seul. Simplement, la cybersécurité, ça a été dit, je le répète, aujourd'hui, vous devez vous l'approprier. Est-ce que les entreprises en France aujourd'hui sont prêtes? Je pense qu'elles le sont. Leurs dirigeants et leurs cadres supérieurs le sont-ils? C'est une autre question. C'est une stratégie, c'est une thématique que vous devez vous approprier, que vous devez impulser au sein de l'entreprise, qui est vraiment votre lieu d'activité et votre avenir. L'impulsion. Voilà. On a un peu de temps là pour des questions. S'il y a des questions dans la salle, là, vous avez devant vous des experts vraiment de tout premier plan. C'est l'occasion vraiment de poser vos questions. Micro à disposition. Y a-t-il des questions? Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question pour Monsieur Benaloui. Donc vous avez parlé d'un futur service pour pouvoir déposer plainte par le biais d'une visioconférence. Nous, en fait, on est courtier en cyberassurance et on a un client qui a subi un sinistre cyber pendant lequel les hackers se sont fait passer pour des gendarmes dans une visioconférence. Et ils étaient donc dans ils ont instauré un climat de confiance qui leur a permis d'obtenir des informations et d'obtenir des accès au système d'information de la victime qui était soi-disant dans le but de l'aider. Et en fait, ça a eu pour conséquence d'aggraver la situation jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte et ensuite ils ont tout coupé. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez en fait vous assurer que cette visioconférence permette
facilement en fait, aux victimes d'avoir la certitude d'être avec des vrais gendarmes et d'être vraiment, voilà, d'être vraiment accueillis parce que... C'est une très bonne question. Alors déjà, le service va être proposé par un service de l'État. Donc ce n'est pas un Teams ou un Visio, premièrement. Ensuite, il y a des outils d'IA qui permettent de détecter les faux du vrai. Ils sont encore perfectibles, mais il y a des choses. Donc ce n'est pas parfait. C'est un service qui est en cours d'expérimentation. Donc bien évidemment, comme tout service qu'on expérimente, au début, il y a des choses à améliorer. Mais donc l'idée quand même, c'est on a des gens en outre-mer, on a des gens qui sont coincés derrière une avalanche de neige, on a des gens qui sont dans des conditions très très difficiles et vous ne pouvez pas lui dire mettez les chaînes de neige et venez déposer plainte. Donc il faut qu'on vienne vers eux. Donc ceux qui ne peuvent pas venir à nous, on doit aller vers eux. S'il faut envoyer une patrouille avec un PC et une visio et une caméra embarquée, on le fera. Très bien, une autre question. Oui, monsieur. Présentez-vous aussi, rapidement. Frédéric Villanova. Moi, je suis RSSI d'une banque à Paris, entre autres. Quoi, et j'ai une question un peu pour M. Vella et pour M. Bromberg. Enfin, c'est-à-dire on parle de tests d'intrusion et d'éléments en fait, pour essayer d'auditer techniquement les choses. Quel type de test on pourrait imaginer? Et finalement, dans une société, on commencerait par quoi et sur quel type de critères? Par quoi on commencerait et les types de critères, ça va vraiment dépendre de la connaissance de l'activité. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de savoir ce qui est vraiment important et c'est ce qu'on va auditer en premier. La priorisation, ce qui a été dit plusieurs fois tout à l'heure, mais la priorisation sur ce qu'on doit traiter en premier est définie par l'importance de l'activité au sein de la société. Donc, après, le travail, ça va être justement en accord avec les auditeurs, avec ceux qui ont une maîtrise technique. Ça va être de définir justement comment on l'attaque. Moi, ce que je vais définir, c'est quelle est l'activité, comment ce que je veux protéger et comment est-ce que je dois le protéger. Et les auditeurs, justement, vont être là pour envisager les méthodes d'attaque potentielles, les risques qu'il pourrait y avoir aussi derrière, puisque encore une fois, n'étant pas expert sur tous les domaines, je peux avoir une vision qui va être à un moment donné biaisée par mes connaissances. Et donc c'est là que va intervenir quelqu'un comme Charlie, qui va justement apporter cette expertise et apporter aussi ce qu'on va appeler un playbook, si je peux appeler ça comme ça, qui va permettre justement d'orienter les tests pour trouver un passage. Si je peux compléter justement, parce qu'on parle d'audit, l'audit passif c'est quelque chose qui est très formel, effectivement, on a parlé de référentiel, on a des checklists à dérouler, il faut vérifier que les processus et les éléments techniques mis en œuvre pour la sécurité sont conformes à un certain référentiel, mais il y a une étape qui est très très importante qui va se dérouler justement avec vous, Thomas, c'est la définition du périmètre. Qu'est-ce qu'on audite? Pourquoi? Quels sont les risques qu'on entrevoit et quelles sont les priorités déjà qu'on peut commencer à entrevoir dès l'audit pour vérifier les points essentiels. Donc c'est un travail qui se fait vraiment en collaboration, c'est la phase de qualification préalable qui va permettre de déterminer la cible réelle de l'audit. On ne va pas tout auditer, on en a déjà parlé, on fait de l'échantillonnage, encore plus en pentest, et on a cette étape-là qui est justement de définir ce périmètre. Donc là, on retrouve bien cette question de priorité, et cette définition, elle est encore beaucoup plus importante, et là, je fais le lien avec ce que va probablement dire Charlie, avec le pentest, puisque là, par contre, on n'a pas de checklist. Alors il y a un point que je rajoute aussi, c'est que déjà il est certain que sans, comme on en parlait tout à l'heure, la couche d'abstraction, le RSSI, quelqu'un qui connaît son contexte et ses assets, c'est difficile de prioriser. Par contre, il y a un point qu'il ne faut surtout pas mettre de côté, c'est la facilité, l'exploitabilité, etc. Et je parle beaucoup du pentest parce que c'est ce que font en fait les attaquants derrière. Si notre asset numéro A, numéro 1 ou A, il est critique pour la conduite de nos activités. Mais il est hyper dur pour les attaquants de cibler. Mais que les attaquants, en ciblant hyper facilement l'asset B, ils arrivent quand même à faire du mal, ça peut peut-être faire sens quand même de tester l'asset B d'abord, ou en tout cas en même temps. Et donc il faut prendre en compte aussi l'avis de l'expert, qui lui a cette habitude offensive,
pour dire ok, j'ai compris votre besoin, j'ai compris comment vous fonctionnez, et c'est ce qu'en général va produire une analyse de risque. Mais à la lecture de cette analyse de risque et en mélangeant moi mes connaissances, à la place d'un attaquant, c'est pas tellement ce bien-là essentiel que j'irai attaquer en premier, tout simplement parce que c'est pas celui qui est à ma portée directe. J'irai attaquer d'abord peut-être le parking en allant déposer des clés USB, et ensuite on verra ce que ça me donnera. Mais c'est peut-être le plus facile. Et donc il faut prendre en compte la facilité d'exploitation et évidemment mettre ça en perspective avec les priorités business qu'il y a derrière. Mais il ne faut pas oublier cette partie de facilité d'exploitation. Il ne faut pas se contenter de dire notre bien essentiel, c'est l'Active Directory, dont on ne teste que l'Active Directory. Ça n'a aucun sens. Donc il faut prendre en compte aussi ce que font les attaquants dans la vraie vie. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Pardon, si je peux juste ajouter un petit point pardon. Qui rentre un peu au-dessus en fait, de tout ce qui est technique, etc. C'est la sensibilisation dont on n'a pas du tout parlé. Parce que, encore une fois, l'humain reste au cœur de la cyber. On est aussi fort que notre maillon le plus faible. Et donc, comme le dit Charlie avec l'exemple des clés USB, avant même, dans tous les cas, peu importe l'analyse de risque qu'on a fait, peu importe les périmètres, etc., il est primordial de sensibiliser les collaborateurs, de faire en sorte qu'ils soient acculturés, on en a parlé tout à l'heure, mais qu'ils soient acculturés aux risques cyber, aux différentes méthodes d'attaque. Alors là, pour le coup, il faut faire attention à ne pas rendre nos collaborateurs ni parano, ni rentrer dans un film d'espionnage, parce que sinon, ils ont un peu du mal à suivre. Mais il est quand même primordial de les sensibiliser et de leur faire comprendre à quel point ils sont un élément moteur et primordial de la sécurité d'une entreprise. J'abonde dans ce sens-là, d'autant plus que nous vous proposons gratuitement tout un tas de ressources en matière de sensibilisation. J'insisterai seulement sur la méthode clé en main pour sensibiliser ces collaborateurs qu'on a produit à l'origine pour les collectivités territoriales, mais qui est tout à fait transposable dans un domaine professionnel et celui d'une entreprise, et qui va vous donner des ressources sur étagère, un exemple de timing pour faire en sorte qu'effectivement de renouveler, d'augmenter la variété de ces campagnes, bref, de travailler vraiment sur l'aspect humain vis-à-vis des collaborateurs. Il y a un adage en SSI qui dit que la vulnérabilité est toujours entre le clavier et la chaise. J'aime pas tellement cet adage, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut être conscient que les attaquants vont cibler en priorité l'humain. Il est beaucoup moins fiable, effectivement, et surtout beaucoup plus irrationnel qu'un système qui a été certifié par l'ANSSI. Néanmoins, cet humain, il peut également apparaître comme le dernier rempart. Et c'est important de le savoir, donc associer l'utilisateur à la chaîne globale de la sécurité de l'entreprise. Bonjour, Anthony Carta. Donc là, vous nous avez parlé des sujets sur des bâtiments ou des entreprises existantes. Moi, je suis AMO, je fais du programme et de la conception. Beaucoup de smart building avec des systèmes qui doivent communiquer, avec des systèmes avec des API ouvertes, avec des systèmes où on nous demande de répondre à des labels R2S, à des labels WAScore, Smart Score. Est-ce que pour anticiper et garantir, c'est juste une question de switch, de cœur de réseau et de firewall, ou est-ce qu'il faut anticiper d'autres choses? En tant qu'AMO, ça veut dire que vous êtes une personne externe et qu'on vous demande, dans le cadre de vos appels d'offres, enfin, en tout cas du travail que vous avez à faire, d'être sécurisé. C'est ça l'idée. On va pondre le programme pour pouvoir monter le bâtiment et en lui mettant par exemple 2 fibres sécurisées pour pouvoir assurer la redondance en cas de la perte d'une fibre. On va pouvoir communiquer avec une GTB, à savoir qu'il y a beaucoup d'attaquants qui passent par la GTB. On va devoir communiquer avec du BIM, avec du BOSS, avec de l'IWMS. Et le fait que les API soient publiques, puisque la plupart du temps on est en API REST, est-ce que ça c'est aussi un danger? Là par exemple aujourd'hui on me demande de mettre du Cisco Meraki. Est-ce que je mets du Cisco Meraki et je suis à l'abri, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Alors là, je dirais qu'il y a l'expertise à la fois de Jean-Luc, l'expertise de Thomas peut-être, et de Charlie. C'est difficile de répondre à la question là comme ça, parce que je pense que le mieux c'est déjà de voir en fonction de votre contexte là, ce qui est le mieux. En fait, je pense qu'il faut tout simplement faire venir quelqu'un qui sait de quoi il parle en matière de GTB, en matière de cœur de réseau, et qui va dire ça c'est le plus important. Parce que en théorie, oui, rajouter des strates de sécu et du matériel qui est adapté, ça me paraît pas déconnant. Mais si ça se trouve, il y a quelque chose de plus pertinent à faire, de moins cher et de plus rapide à mettre en œuvre. Mais ça, sans connaître le contexte, c'est difficile d'y répondre. Oui, j'ai parlé tout à l'heure
de ces audits spécialisés, justement, audits d'infrastructure, audits d'architecture, audits de configuration, on est typiquement dans ce cas-là. C'est-à-dire que quels que soient les éléments qui constituent votre réseau, quel que soit le métier que ces éléments contribuent à servir, on va retomber exactement dans les mêmes besoins, à savoir ces éléments sont-ils intrinsèquement sécurisés, sont-ils sécurisés dans leurs interconnexions, les flux qu'ils véhiculent sont-ils sécurisés et quelles sont les vulnérabilités connues sur ces équipements. Ensuite, en termes de configuration, ce sera pareil. On va vérifier par exemple que l'authentification est correcte vis-à-vis de l'API que les différentes applications appellent. On va vérifier par exemple que vos différents éléments au sein du building sont correctement segmentés. On va vérifier que les règles élémentaires de sécurité sur tout ce qui est capteur sont respectées. Parce que bon, on a tous conscience là, que le fameux Internet des objets, aujourd'hui, il y a des fragilités qui sont particulières parce qu'on a des problèmes de configuration et qu'on se retrouve très souvent avec des caméras de sécurité qui sont configurées avec le fameux admin, identifiant password. Donc là, tout est ouvert et ce sont ces configurations-là qu'il va falloir bien sûr vérifier. Et pour les vérifier, une fois de plus, on va faire appel à quelqu'un comme Charlie qui va se charger de taper sur tous les points d'entrée parce que quel que soit le métier, c'est la même chose. Il faut trouver une faille, il faut trouver un point d'entrée. Donc ce point d'entrée qu'il débouche finalement sur une base de données de GTB ou sur une base de données d'un programme quelconque, ce sera la même chose. Donc on est dans de la formalisation de votre périmètre, une fois de plus. Il va falloir définir quelles sont les cibles, les événements que vous redoutez, et à nous maintenant de les déclencher, ces événements. Techniquement, tout de même, il y a un truc qui est vrai, c'est que, je rebondis sur la partie configuration, il y a des technos, des équipements sur lesquels on peut durcir la configuration pour se prémunir de certaines choses. Il y en a sur lesquels c'est pas possible. Parce que la nature même, en fait, technique derrière, fait que c'est pas configurable, ou alors l'éditeur, en fait, il est mort depuis 15 ans, on peut plus le changer. Et du coup, je rebondis sur la question du Cisco Meraki. Des fois, c'est un peu le seul truc qui reste à faire, c'est de mettre du patch en fait autour, de mettre du périmétrique qui empêche d'aller exploiter les choses qui sont au cœur même de la techno et qu'on ne peut pas changer parce que l'éditeur ne veut pas, n'existe plus ou quoi. Je pense notamment à la partie Active Directory. Alors l'éditeur existe encore, heureusement, mais il y a des points sur lesquels Microsoft ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien évidemment, on ne reste pas comme ça les bras croisés, il faut trouver une autre solution. Donc c'est valable pour l'AD, c'est valable pour le reste, sur l'embarqué, sur la GTB, sur l'industriel. Si jamais la partie configuration ne peut pas bouger, à ce moment-là, oui, il fait sens de mettre de la détection et j'ai pas le mot, du complémentaire en fait autour de tout ça. Ouais. En tout cas, si on va une dernière question, hein, si vous voulez, mais en tout cas une dernière parce que ça y est, le temps passe. Merci pour votre attrait. Et si là vous n'avez pas confirmation pour ceux qui en doutaient encore qu'il nous faut des experts, faut que je refasse une autre table ronde. Alors, je passe la parole pour une dernière ou avant-dernière question, parce qu'il y a encore quelqu'un là-bas qui a levé la main. Ah. Merci. Bonjour, Frédéric Globert, consultant sûreté sécurité. J'ai une question pour Charlie. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez déjà été confronté à un pentest qui n'aboutit pas ? C'est-à-dire que malgré différentes tentatives, vous n'arrivez pas à percer le premier bouclier. Et la deuxième question, c'est à partir du moment où on détecte une attaque, quelle est la procédure, la bonne pratique à mener pour alerter le personnel ? Alors le premier point, oui, ça m'est déjà arrivé de ne pas réussir à faire quoi que ce soit. C'est d'ailleurs une grande fierté. D'habitude, je mets en avant mes stats de compromission, qui sont, je crois, de l'ordre de 90%, dont j'en suis très fier. Mais je suis très fier aussi quand je passe pas. Ça m'est arrivé à 2 reprises chez des clients en fait, chez lesquels on avait déjà été par le passé. Et c'est pour ça que c'est une fierté, en fait. C'est parce qu'on est allé chez eux. Le temps de compromission initial, il était de l'ordre de 20 minutes ou 2 heures. Et l'année d'après, ça a pris 2 jours. Et l'année d'après, on n'est pas passé. Donc il y a un client chez lequel je ne passe plus. J'arrive pas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont donné un compte. Donc en boîte grise avec un compte et en boîte noire sans compte. En me branchant en fait sur le réseau, j'étais détecté en moins d'1 heure. C'était hyper rapide. Alors après, je ne cherchais pas à être particulièrement discret, mais quand même, il faut le noter. Et ensuite, je n'ai pas évolué. En 4 jours, j'ai rien fait. Voilà. Donc, dans le rapport, c'est quand même assez vide. Mais derrière, on se dit, OK, là, c'est pertinent. L'étape d'après serait peut-être un red team qui viendrait stimuler les équipes de défense, simuler un groupe attaquant
qui est adapté par rapport aux sources de menaces de ce client-là. Et là, c'est un peu le boss de fin, et de voir est-ce que du coup ils arrivent à soutenir une attaque. Et ça fait le lien du coup avec la deuxième question, qui est que quand l'attaque arrive, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, il faut qu'on sache que l'attaque arrive. Donc là, ça nécessite quand même d'avoir de la détection en place. Et je rebondis sur la partie de sensibilisation, parce qu'on mentionnait le problème de la couche 8, de problème entre le clavier et la souris, entre la chaise et le clavier. C'est un problème, mais parfois c'est une opportunité aussi. Ça m'est déjà arrivé de faire face à des utilisateurs qui sont tellement sensibilisés qu'en fait, ils me reportent directement. Et ça, c'est un vrai problème. Donc c'est un peu à double tranchant. Il y a des utilisateurs que j'arrive à exploiter, entre guillemets, si je devais parler techniquement, et d'autres qui me reportent. Donc déjà, sensibilisation, détection. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'attaque est là? Je rebondis sur ce qui avait été dit plus tôt. Si on s'est préparé à l'attaque, il faut qu'on ait en fait une checklist, une méthodo ou une cheat sheet, on appelle ça comme on veut, de réponse. Et en gros, on suit la feuille et c'est marqué étape 1, on sollicite un tel, étape 2, on déconnecte ou pas. Et voilà, on suit cette feuille-là, mais ça nécessite de la préparer en amont. Et ensuite, pour le reste, je laisserai quelqu'un prendre la parole parce que je ne suis pas un expert en réponse sur incident, mais le mieux, ce serait de s'accompagner d'experts, encore une fois, je rebondis sur ce qui a été dit, de réponse sur incident, de gestion de crise, qui, eux, normalement, seront accompagnés et pourront apporter un peu de recul par rapport à des utilisateurs qui sont tellement concernés par la situation qui, parfois, feront peut-être des mauvais choix. Je me permets de vous conseiller le guide qu'a sorti il y a quelque temps l'ANSSI sur la communication en temps de crise, qui est très très bien fait, aussi bien en termes de communication interne que externe, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne pas communiquer, et il faut communiquer intelligemment. Merci Laurent. Dernière question? Oui, une dernière question, on arrive au bout. Question rapide, réponse rapide. Oui, non. Yves Bonnor, courtier en assurance, groupe Verspiren. Donc on analyse et on couvre des risques d'entreprise. Or on est confronté à une spécificité sur le risque cyber, c'est que 98% de nos interlocuteurs, clients ou prospects, sont persuadés que ce risque existe. Or on a beaucoup de mal parfois à intervenir, alors que malgré la qualité des intervenants, audit, RSSI et autres, le risque zéro n'existe pas. On est un peu en bout de chaîne. Donc une première question à vous tous intervenants, quelle est votre perception? On est entre nous, on peut se dire les choses. Quelle est votre perception de l'assurance cyber? Et une question plus orientée vers M. Vella, comment faire d'un RSSI un partenaire et non un adversaire? Parce que parfois, quand on arrive pour proposer une solution d'assurance cyber, on a vraiment l'impression qu'on arrive... Enfin, on n'est pas perçu de manière très positive parce qu'en théorie, les systèmes d'information sont sécurisés et s'assurer pour ça, ça n'a pas de sens puisque de toute façon, on est sécure. Je peux répondre à la deuxième question directement. C'est pas arrivé avec les dents qui raillent le plancher. Parce que j'en croise effectivement dans mon métier beaucoup. Et mon premier réflexe, c'est quelqu'un qui, dès le premier contact, je sens qu'il veut me vendre quelque chose, c'est que déjà ça me gêne. C'est le premier point. Après, effectivement, il est compliqué de créer cette espèce de partenariat, mais à mon sens, ça ne devrait pas l'être. Un RSSI doit avoir conscience, on en a parlé, on parle de la prévention, on parle aussi de la MCS derrière, on a parlé de la gestion de crise. Le RSSI doit avoir une vision à 360 degrés sur toutes les étapes de l'attaque. Donc, qu'elle soit bloquée ou qu'elle passe, que ça se transforme en incident, puis ensuite en crise. Et donc, l'aspect cyberassurance, pour le coup, je suis plutôt de votre côté. L'aspect cyberassurance doit intégrer aussi le sujet. Vous apportez aussi des équipes, ce que n'ont pas forcément effectivement les sociétés dès le départ. Ça fait partie de la gestion de crise aussi, que de savoir qui appeler et quand en cas de crise. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est de réussir à trouver le bon point. J'ai rencontré des sociétés qui ont des sociétés d'assurance qui ont doublé, triplé leurs cotisations parce qu'elles avaient mal estimé au départ ce que pouvait coûter la cyber. Et ça crée aussi une image négative. Donc, c'est à vous, en tant que courtier, de montrer à quel point vous pouvez aider un RSSI, vous pouvez lui apporter quelque chose. Et c'est là la différence, c'est que quand on se prépare en tant que gestion de crise, on va prévoir des prestataires, justement, les CERT, CISERT, les différents prestataires qui peuvent nous accompagner, que ce soit sur les exercices de crise ou en cas de crise avérée. Il est important de montrer que l'assurance a aussi une plus-value par rapport à tout ça. Moi, c'est ce que j'attends de mes interlocuteurs, c'est qu'ils me montrent que ce que vous allez m'apporter, je ne pourrai pas le faire tout seul. Parce que sinon, aujourd'hui, je viens sur Access Security, je vais au FIC, je vais aux différents événements et je rencontre des sociétés qui sont spécialisées là-dedans.
Donc à voir après à quel point l'assurance peut m'apporter une plus-value par rapport au fait que je puisse démarcher tout seul ces prestataires-là. Merci Thomas. Merci Thomas. 59 Pardon, j'ai monopolisé. minutes et 30 secondes, oui. Je vous passe le Alors, micro parce qu'on vous même entend pas 20 secondes. Émilie Mayol, je suis DSI d'un groupe de 1400 personnes maintenant. Nous, on est assuré sur les risques cyber depuis pas loin de 10 ans. Notre assureur est vraiment un accompagnateur, c'est-à-dire qu'on fait un point tous les ans. On est audité avec des partenaires justement de notre assureur, ce qui nous permet finalement de... nous, on a baissé significativement notre police d'assurance pour le coup, même si on a eu des attaques et qu'on a réussi à contourner, parce qu'on travaille ensemble. Et quand on a eu une attaque, la première personne que j'ai appelée, c'est mon assurance. Et en fait, finalement, c'est eux qui nous ont dirigés réellement vers des personnes qui étaient spécialisées. Et ce n'est pas mes prestataires que j'ai appelés. En fait, à un moment donné, on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire ce qu'on a mis en place, c'est bon. Donc quand on les appelle et qu'on dit on a subi ça, on a ça qui est en place et qu'est-ce que je fais, eux aussi vont se sentir potentiellement jugés. Donc de prendre finalement l'assureur et qui nous met dans les pattes, entre guillemets, parce qu'on peut le voir aussi comme ça, quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là, ça apporte un peu plus de sécurité, ça ouvre un peu nos chakras aussi, et ça peut repositionner aussi certaines sociétés de services qui se croient chez nous, potentiellement les mettre sur terre, et ça fait un petit peu, je dirais, redescendre tout le monde d'un étage. Voilà. Bon voilà, du coup vous avez votre réponse. Merci d'avoir répondu pour nous. Voilà. Merci pour ce témoignage intéressant. En tout cas, je remercie aussi le groupe Respirine, puisque l'année dernière, il était avec nous sur les tables rondes et ils sont là encore cette année avec nous dans la salle, donc n'hésitez pas. Vous pouvez les applaudir, nous avons tenu le timing. Merci messieurs pour cette belle table ronde. Je vous donne rendez-vous à 14h et là je vous souhaite en tout cas bon déjeuner et n'hésitez pas, nos intervenants sont avec nous sur le salon au moins jusqu'à 14h pour certains d'entre eux et voire toute la journée pour les autres. Bonne journée à vous, bon appétit.